Ces barrages de Ligue des Champions nous ont offert du très très beau spectacle et cette compétition est loin d'être finie. Les amis, j'espère que vous allez tous très bien, toutes et tous très bien. Je suis très très content de vous retrouver aujourd'hui. Il n'y a pas eu énormément de vidéos cette semaine sur la chaîne et je vous avais promis hier qu'il y en aurait une autre pour cette deuxième journée de barrage retour de Ligue des Champions. Chose promis, chose due. Voilà la vidéo. On va débriefer, analyser les trois matchs qui sont sur la miniature, Paris-Monaco, Juventus Galatasaray et Atalanta Dortmund. De base, je voulais juste faire Paris-Monaco et Juventus Galatasaray, mais quand j'ai vu le scénario et le score final du match entre l'Atalanta pardon et Dortmund, je me suis dit que j'étais obligé d'en parler. Donc on va débriefer un peu tout ça, on va analyser tout ça. Si vous voulez voir plus de vidéos, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, ça me ferait extrêmement plaisir. Sur ce, on est parti. PSG Monaco. Quel match on a vécu, quel match. Et on a vu des choses enfin personnellement j'ai vu des choses qui ne présagent pas forcément de un très bon avenir européen au PSG. Et je pense que Luis Enrique, vu sa tête, a vu ces choses-là aussi. Un PSG qui s'impose face à Monaco avec pas mal de difficultés. On pensait, moi personnellement en tout cas, je prévoyais une victoire assez large de Paris, notamment avec le rouge de Golovin au match aller. Et au final, Monaco qui s'est pas démonté, qui est venu pour jouer, et Paris qui a eu un peu de difficulté. Score final 2-2, but Marquinhos Kvaratskhelia. Je m'attendais pas forcément à un but de Marquinhos, je vais être honnête. Et ce but à la toute dernière, dans les dernières minutes, je m'y attendais pas non plus. On va en parler. Mais ouais, match assez fou. Et match où Monaco a réussi à trouver les espaces dans les blocs de Paris d'entrée de jeu. Début de match, 9e minute, on voit le bloc de Paris bien compact sur un côté du terrain et on voit que Monaco arrive trop facilement à se déplacer à l'intérieur. On voit ici Akliouche, très gros match à Akliouche, on va en reparler, mais très très gros match de sa part, j'ai beaucoup aimé sa prestation qui se décale pour venir prendre la touche et au final c'est juste Pacho. Il demande, voilà, on voit Pacho qui demande à ses coéquipiers que quelqu'un le prenne et au final c'est lui qui se décide à sortir sur Akliouche et qui va le suivre au marquage. Akliouche qui arrive à redonner à Enrique et qui ensuite arrive à redonner à Balogun qui est pris par Marquinhos. Il y a eu un duel physique là de 3, 4, 5 secondes entre Marquinhos et Balogun qui aucun des deux voulait se lâcher. Et ouais, Monaco qui arrive trop facilement à passer dans cette défense parisienne et regardez le comportement je vais dire de la ligne défensive, mais des joueurs parisiens qui étaient autour du bloc qu'on a vu dans la première image. À partir du moment où Balogun met cette petite passe, ce petit extérieur du pied, magnifique, super pour Akliouche, regardez la réaction des Parisiens. Et je vais pas dire qu'elle est quasi inexistante, mais elle est très très nonchalante, je trouve. Il y a aucun des trois milieux qui essaye de revenir. Pacho, je trouve que pardon, dans sa gestuelle, son comportement corporel, voilà, c'est le mot que j'ai cherché. Le message qu'il renvoie, c'est bon bah, je me suis fait passer, maintenant à vous de vous démerder. Je sais qu'il est pas comme ça dans les matchs, mais là, dans l'attitude, je trouve que c'était un peu ça. Et alors, Akliouche, il y a seulement Hakimi qui va sur Akliouche, parce que c'est devenu son vis-à-vis à partir de là dans l'action. Et Akliouche qui fait ce contrôle magnifique, il tend sa jambe, il arrive à contrôler la balle. Et ensuite, là, pareil, le... Mendes, il se fait prendre de 3, 4 mètres, il regarde pas du tout en arrière, il regarde pas du tout derrière lui, il voit pas qu'il y a quelqu'un au point de pénalty, et Akliouche qui arrive à trouver son coéquipier avec une simple passe, et après, je sais pas comment il peut rater ça, mais il dévisse complètement sa frappe. Il me semble sur le ralenti que j'avais vu, il me semble qu'il prend le rebond, mais grosse occasion gâchée par Monaco, et Monaco qui a pas été aussi impactant devant le but que Paris, et ça s'est ressenti donc déjà début du match, 9e minute, mais aussi à la toute fin.
où il y a failli avoir un renversement de jeu total pour Monaco sur ce coup franc dans les dernières secondes tiré et ça passe juste au-dessus du bloc et ça passe juste à côté, surtout de la tête de fesse de Woodfesse. Très bon match aussi, j'ai trouvé de sa part. On en reviendra après, mais très très bon match, mais très très près surtout de sa tête. Et je pense qu'à mon avis, il l'a laissé passer parce qu'il devait se dire qu'il y avait du monde derrière. Mais Marquinhos et Ramos étaient battus dans le duel aérien. Et s'il avait mis la tête, je pense que ça faisait 3-2 pour Monaco. Et là, ça me fait un peu rire cette action parce que c'est là où ils se rendent compte que, enfin surtout Woodface, il se rend compte qu'il y avait personne derrière lui et que c'était à lui d'aller mettre cette tête au fond. Et il se rend compte qu'ils viennent de perdre la qualif, enfin perdre en tout cas les prolongations sur cette action. On voit Pocognoli aussi qui en peut plus, qui a les mains sur le visage en regardant le ciel. Mais ouais, très gros match de la part de Monaco. Et j'ai beaucoup aimé le pressing, et j'ai beaucoup aimé Fess aussi qui montait très haut quand sur le côté droit, c'était par exemple Vara qui redescendait un petit peu et qui avait la balle. Je pense qu'à mon avis, il avait pour consigne de monter très haut parce qu'il l'a suivi au marquage pour toute la première période. Et ça a payé puisque sur cette action où justement on voit un pressing de Monaco, Paris perd la balle, c'est récupéré par Monaco. Et là pour moi, je parlais tout à l'heure sur la première action des problèmes défensifs, de la passivité, on va dire, en défense de Paris. Là, pour moi, il y a un autre problème qui se rajoute actuellement dans cette équipe, c'est l'invisibilité du milieu. On voit ici, dès que Monaco récupère la balle, ça recherche une passe au milieu, et ça, je suis désolé, mais c'est pas le Paris Saint-Germain qu'on connaît. Monaco, qui a un joueur tout seul au milieu de terrain. Je crois que le premier joueur le joueur le plus proche du joueur ici de Monaco, ça doit être Pacho. Il est peut-être à être quoi, 10-12 mètres. Ça, je suis désolé, mais c'est pas du tout le Paris Saint-Germain qu'on connaît. Warren Zaïre-Emery qui est là et Vitinha qui est là. Vitinha, je l'ai entouré parce que je voulais en parler aussi, qu'on a pas mal vu. Alors pas forcément sur tout le match, mais en tout cas ou alors je m'en rappelle pas, mais surtout en première période que j'ai vu pas mal côté gauche. Et il y a des fois quand Mendes recoupé dans l'axe, Vitinha, on le voyait limite latéral gauche par moment. Nouveau truc, mais il y avait personne, alors pas dans tout le match, pas sur tout le match, mais sur cette action-là, il y avait personne au milieu. Et ça peut être dangereux, surtout quand tu sais que en huitième de finale, du coup, alors on verra les tirages demain, mais tu joues soit Paris, soit Chelsea. Et Chelsea, avec une intensité de première ligue, des mouvements très rapides, etc. Ou même face à un Barça qui récupère Pedri et qui récupère Gavi. Alors, juste avant de tourner la vidéo, je viens de voir que De Jong s'était blessé, donc qui va être out, qui va être sorti des terrains pour les huitièmes de finale. Donc de Jong est sorti, s'il se tape le Barça, si Paris se tape le Barça, ça peut être un avantage, mais il récupère quand même Pedri et Gavi. Attention à ce que ces pertes de balles au milieu de terrain et le fait que l'équipe adverse puisse se retrouver tout seul, ça ne soit pas préjudiciable dans les autres matchs de la phase finale, parce que ça, c'est des trucs qu'on n'a pas l'habitude de voir pas l'habitude de voir, pardon, avec Paris, et qui peuvent être dangereuses, des actions qui peuvent être dangereuses. Et notamment cette action-là déjà face à Monaco, où si, alors je l'ai mise en pointillé parce que la passe n'a pas été faite, mais l'appel il était réalisé, l'espace dans la défense entre Pacho et Marquinhos il est immense. Si ici il fait la passe en première intention en une touche de balle, je pense que le 1-0, il arrive à la 30e minute de jeu. Et ouais, donc ça comme je disais, c'est des actions qu'il faut faire gaffe, qu'il faudra corriger à l'avenir. Et on a vu aussi de la part de Monaco, ça j'ai bien aimé, fin de première mi-temps, les défenseurs qui montent et qui font des courses de 30, 40, même 50 mètres des fois, à l'image d'ici, où il sort de sa charnière centrale, il prend l'espace libre, il voit qu'il n'y a pas d'appel de balle, il est pressé, bon bah il y va tout seul, et au final il va dans le milieu du Paris Saint-Germain qui avait déjà quelques problèmes en première période, et ensuite il arrive à décaler côté droit, et c'est là d'où va venir justement le premier but, c'est sur cette prise de contrôle du défenseur central et qui vient être au corps à corps avec Marquinhos, qui vient déborder côté droit, qui vient centrer, c'est touché du bout des doigts par Safonov. Et ça, pareil, truc qu'on n'avait pas forcément l'habitude de voir, mais enfin dans ce match-là, pardon, parce que
précédents matchs, on a vu Warren Zaïre-Emery latéral droit, mais sur ce match-là, c'était Hakimi latéral droit. Et là, c'est Enrique qui vient déborder, qui va prendre Zaïre-Emery de vitesse, mettre un centre en retrait, point de penalty. Et alors là, je sais plus qui c'est qui fait cette action-là, mais là, c'est super intelligent. Il me semble que c'est Neves ici, mais il y a Neves et Marquinhos qui sont sortis, qui sont avancés, qui ont fait le pas d'avance, qui ont pris quoi, 1,5 m, 2 mètres d'avance. Et ici, plutôt que de tirer en première intention, il a l'intelligence de mettre une passe en première intention en une touche de balle. Et Akliouche, pas du tout pressé par Pacho. Encore une fois, je l'ai dit, la passivité en défense, c'est peut-être ça qui t'a coûté tes 2 buts. Et du coup, Akliouche qui a le temps ensuite, en une touche de balle, de tirer et de le mettre petit filet. C'est ça qui a fait le 1-0 pour Monaco juste avant la mi-temps. Et Paris, qui a eu quand même des possibilités d'attaque, des possibilités offensives de marquer des buts, mais encore une fois, alors là sur cette action-là, je me suis dit, mais c'est pas possible, Paris, j'ai l'impression de voir comme face à Marseille, même s'il y avait eu 5-0, le nombre de fois où ils ont touché les montants. Là c'est pareil, 40e minute, on arrive dans les phases finales de Champions, il recommence à toucher la barre transversale, il recommence à toucher les poteaux. Barcola ici, superbe action, et qui était à 2 doigts de finir, qui trouve la barre transversale. Ouais, dommage. Et ensuite, c'est juste après, 3 minutes après, c'est repris, et Warren Zaïre-Emery qui décide de frapper, et ça passe juste à côté. Donc, des, ouais, des activités offensives que tu n'arrives pas à mettre à profit, et c'était un peu dommage sur cette première période. Surtout qu'en plus, la différence de tir, elle est abyssale. 21 tirs à 10 pour 2,13 d'XG côté parisien. Donc ouais, ça c'est, on comprend, mais faudrait être un peu plus efficace à l'avenir devant les buts, je pense. Surtout si tu affrontes un Paris, enfin un Barça ou un Chelsea, pardon. Mais le tournant du match aussi, je pense que c'est ce carton rouge de Koulibaly. Koulibaly qui prend un rouge, et j'ai vu qu'il était pas mal contesté sur les réseaux sociaux. Alors, parce qu'il fait une première faute sur Mendes euh, à la- au début pardon, de la seconde période. Jaune absolument mérité. Est-ce que ce deuxième jaune sur Hakimi, il est mérité? Dans le sens où déjà tu sais que ça va donner un rouge pour une des équipes, donc que ton match, déjà en tant qu'arbitre, tu vas un peu le tuer. Mais est-ce que juste sur la faute en elle-même, il y a deuxième jaune? Je sais pas. C'est à la limite du jaune, mais je trouve personnellement le jaune un petit peu sévère. Et Monaco, du coup, il me semble, alors je sais plus la stat exacte en tête, mais il me semble qu'ils sont sur 9 rouges sur leur dernier match, 9 cartons rouges sur leur dernier match. Et ouais, c'est énorme. Il y avait déjà eu Golovin au match aller, et là Koulibaly. Bah, s'ils passaient en huitième de finale, je pense qu'ils auraient manqué beaucoup trop d'effectifs pour espérer faire des bonnes choses. Mais là, ouais, du coup, Koulibaly qui se prend un rouge et qui, à la 60e, laisse Monaco à 10 contre 11. Et c'est grâce à cette faute, enfin, grâce au coup franc récupéré par Paris, du coup, que va venir l'égalisation parisienne. Doué qui est lancé en profondeur. Doué, très bon match, hein, est positionné en tant que numéro 9, mais même des fois, il désaxait un peu sur les ailes, sur les côtés. J'ai trouvé très très bon match de Doué. Il vient crocheter, débordé, centré, et là, Marquinhos, limite en tant que numéro 9, qui vient pousser le ballon au bout des filets, et du coup qui égalise pour Paris. Et ensuite, quand je dis que le carton rouge, pour moi, ça a été le tournant du match, c'est que dans la tactique de Monaco et dans le comportement, tu vois que ça n'a pas été du tout la même chose que dans la première période, la 65e minute. Là, ça y est, Monaco, ils ont arrêté de presser, ils se sont mis derrière. On voit Hakimi à la balle, il va frapper, il n'y en a aucun des trois de devant de Monaco qui sort sur Hakimi, et c'est une erreur puisque c'est de là que va venir le 2-1 de Paris. Frappe d'Hakimi, c'est arrêté mais repoussé malheureusement juste par Con. Et ensuite Kvaratskhelia, alors Enrique qui est fautif, hein, parce qu'il ne suit pas Kvaratskhelia dans son dos, mais Kvaratskhelia du coup qui vient reprendre la balle et mettre le 2-1 pour Paris. Et même tactiquement, ensuite, ça a été beaucoup plus simple pour Paris. 75e minute de jeu, on voit que Paris trouvait beaucoup plus facilement les espaces au milieu de terrain. Nuno Mendes ici qui arrive en une passe à trouver. Alors il me semble que c'est Neves qui est ici, mais il est libre de tout marquage, il n'y a aucun pressing, et on voit que les deux latéraux ici reculent. Je pense que le plan défensif de Monaco, il était vraiment à 100% dans la deuxième mi-temps après le carton rouge. Mais ouais, beaucoup d'espace laissé pour Paris. Même ici, 2 minutes plus tard,
Encore une fois, quand l'action se construit, Hakimi, l'espace qu'il a dans le couloir droit, heu, pour contrôler, pour avancer, pour faire un peu ce qu'il veut. Et Monaco d'ailleurs alors déjà dès le début du match, Monaco, quand ils avaient pas le ballon en défensif, ils étaient en 5-3-2, mais ensuite, après ce carton rouge, ils se sont mis en 5-2-2. Le nombre de fois où on a vu très très clairement la ligne de 5 défensive de Monaco, ouais, c'était vraiment pour pas se laisser perforer dans le dernier tiers. Mais du coup, ouais, c'est pour ça aussi qu'il y avait beaucoup plus d'espace dans le milieu de terrain pour que Paris, enfin qui pour pour Paris, pour que Paris puisse avancer, puisse construire son jeu. Et même dans le dernier tiers, ici, 78e minute, Hakimi qui réussit à trouver Doué, Fess qui est 4 mètres plus bas, et Doué qui arrive à enchaîner une frappe qui est arrêtée par Cône. Super barré hein, d'ailleurs de Cône sur cette frappe de Doué. Mais ouais, beaucoup d'espace laissé par Monaco du coup. Et par contre, dernière chose pour Paris, attention à pas se laisser endormir quand ils pensent que c'est gagné, parce que là, à 2 minutes de la fin, c'est sur une erreur un peu d'endormissement, j'ai envie d'appeler ça comme ça, que Paris prend l'égalisation, prend le deuxième but de Monaco, où ici, le joueur de Monaco, ouah, il est derrière mon trait, j'ai pas fait vraiment très très bien mon trait bleu, mais c'est récupéré par Paris, Monaco perd la balle, et au final, Monaco, ils se démontent pas, ils viennent récupérer la balle au physique, et 91e minute, course de 40-50 mètres pour aller se mettre second poteau, et le centre est fait, Lucas Hernandez qui fait pas attention derrière lui, et Pacho qui dévie la balle, et ensuite c'est repris point de pénalty, 2-2 pour Monaco, et je pense qu'à mon avis, ils y ont cru pendant quelques instants, Monaco, mais comme on a vu tout à l'heure sur le coup franc, sur le dernier coup franc, dans les dernières secondes, pardon, c'est malheureusement pas passé pour cette équipe monégasque, et Paris, qui a fait preuve, je trouve, d'un peu de laxisme, que ça soit au milieu de terrain ou en défense, mais je dis aussi au milieu de terrain parce que en première période, on a vu des moments où, par exemple, Désiré Doué désaxé, enfin dézonné, pardon, il descendait un peu plus bas dans le milieu de terrain et quand ça lui donnait la balle, il perdait la balle, non pas parce que qualité technique mauvaise ou quoi que ce soit, mais parce qu'il avait aucune option de passe, personne lui proposait. Et ça, je pense qu'il faut faire attention pour Paris, pour les matchs à suivre. Je termine sur Paris en parlant de Safonov, mais pas que. Je vais parler des deux gardiens. Je pense que pour gagner, alors c'est une petite chose que je dis, mais parce que c'est à mon appréciation, c'est comme ça que je le vois. Je pense que pour gagner une Ligue des Champions, il faut que dans ton 11 titulaire, il y ait chaque joueur au bon poste, à la bonne forme, au bon moment. On a vu des années où il y a eu des équipes qui ont gagné la Ligue des Champions, un peu, je vais pas dire miracle, mais par exemple, je sais pas, la dernière équipe comme ça à laquelle je peux penser, ça serait Chelsea par exemple en 2021. Mais je pense par exemple au Bayern 2020 et je veux dire Manchester City 2023, qui avaient vraiment le bon joueur au bon poste au bon moment. Et même plus récemment, Paris la saison dernière. Et je pense que Paris la saison dernière, Kvaratskhelia qui est arrivé au mercato hivernal, si Paris ne signe pas Kvara en décembre 2024 à Noël, je pense que Paris ne gagne pas la Ligue des Champions la saison dernière. Et il y a aussi le fait que, comme je dis, donc chaque joueur était là au bon moment parce que ils étaient titulaires et ils étaient au bon niveau. Donnarumma qui fait une deuxième partie de saison exceptionnelle, Dembélé pareil, lui milieu de terrain incroyable la saison dernière. Et là, pour moi, Paris ne peut pas gagner la Ligue des Champions dans le sens où juste au goal, déjà, ça ne va pas. Pas que Chevalier ou Safonov soient mauvais, mais dans le sens où tu ne sais pas encore, fin février, qui est ton titulaire dans les cages. J'ai l'impression que Luis Enrique essaye d'expérimenter des choses entre Savonov et Chevalier. On ne sait plus, alors Chevalier s'était blessé un moment, mais on ne sait plus entre les deux qui est devant dans la hiérarchie. On sait plus on sait pas entre les deux qui, si demain il y a une finale de Ligue des Champions, va être mis comme titulaire. Et ça, pour moi, c'est déjà encore un autre problème que Enrique a à résoudre dans son effectif du PSG. Et je me dis, il y a Dembélé qui est ressorti sur blessure la semaine dernière. On a vu Warren Zaïre-Emery qui n'est pas pour moi à la hauteur, même s'il est très bon et que c'est un joueur que j'aime beaucoup, qui n'est pas à la hauteur d'un Fabien Ruiz dans son expérience,
dans son positionnement, dans sa lecture du jeu, etc. Il y a trop de choses alarmantes, je trouve, dans cette équipe de Paris pour qu'ils puissent aller gagner la Ligue des Champions. Alors attention, s'ils tombent contre Chelsea, on sait que Chelsea est dans une dynamique pas très très bonne actuellement, ils peuvent créer l'exploit, pardon. Pareil, s'ils tombent contre le Barça, mais Paris, attention cette saison. J'ai encore des gros doutes sur cette équipe parisienne. Et du coup, comme je disais, ouais, soit ils tombent contre le Barça, soit ils tombent contre Chelsea. Encore une fois, je vous le redis, on sera là demain après-midi, on sortira une vidéo, je sortirai une vidéo réaction au tirage des huitièmes de finale. On en parlera un petit peu en vidéo. Mais Paris, ouais, pour l'instant, j'ai encore des gros doutes sur cette équipe. Deuxième match que je trouvais intéressant de regarder, c'était ce Juventus Galatasaray. Et quel spectacle des joueurs de la vieille dame. 3-0 à la 90e et Galatasaray qui vient mettre les deux derniers buts dans les prolongations pour clouer tout le travail d'une heure et demie de la Juventus. Match exceptionnel. Et des joueurs aussi qui ont fait beaucoup de taf, notamment côté Juventus. On sait que Cabal du coup avait pris rouge la semaine dernière, mais il n'est pas forcément titulaire. Mais dans les 11 titulaires, j'ai trouvé que Locatelli avait fait un très très gros match. Là, je trouve que Fotmob a bien mis ses notes pour les joueurs de cette équipe. Locatelli, homme du match, ouais, c'est clairement pas démérité. Il y aurait pu avoir Yildiz aussi qui a fait un très très gros match, je trouve. On va en parler. Mais quel spectacle dans ce match. Il y a une chose, j'ai trouvé d'entrée de jeu, euh, qui est ressortie dans ce match, c'est l'intensité mise par les deux équipes. 17 fautes à 14, le nombre de fautes qu'il y a eu dès le début du match. Et au quart d'heure de jeu, Osimhen qui vient limite cisailler McKennie dans, alors, enfin, au pressing, alors qu'il n'a pas lieu à ce moment-là du match. Il vient le cisailler et même pas un quart d'heure de jeu, il prend déjà le premier jaune du match. Galatasaray qui est venu du coup en 4-4-2 hein, quand ils étaient sans ballon et qui fermait bien l'axe et on a vu durant le match que il y avait des fois les côtés qui étaient laissés libres, le nombre d'appels, ils le disent ici, et même ce côté droit là-bas, le nombre d'appels que la Juve a réalisé, c'était assez flagrant. Mais pour revenir aux fautes, le nombre de fautes qu'il y a eu, c'est 17e minute de jeu, faute sur Gala, 18e minute de jeu, refaute sur Gala. Et là, je pense que Gatti, heureusement, alors sur l'action on le voit pas, enfin sur le screen ici on le voit pas, mais sur l'action, il touche la balle en premier, et heureusement que Gatti, il touche la balle en premier, parce que là, je pense que 18e minute, s'il touche pas la balle en premier, il se prend un carton jaune, mais jaune orangé, très orangé. Donc ouais, c'est parti dans tous les sens, ça a été très électrique. 25e minute, faute sur Thuram, Gala qui met un coup de coude dans le ventre à Thuram. 25e minute, mais combien 20 secondes après, faute sur Galatasaray. Ouais, c'est parti dans tous les sens. Et c'est d'ailleurs sur une faute comme ça, un peu électrique dans le cours du jeu, qu'est venu le premier but de la Juve, puisque c'était un but sur penalty, récupéré par Thuram, qui se fait hacher menu, entrée de surface de Galatasaray. Et du coup, la Juve qui a réussi à mettre le 1-0 sur ça. Et par contre, la Juve qui a failli se faire surprendre quand même au bout de la 23e minute. Et à ce moment-là du match, j'ai eu l'impression de revoir le début de match à Istanbul la semaine dernière où la Juve s'est fait surprendre sur une touche dans leur surface et où, grâce au travail de pressing de Osimhen, Galatasaray avait récupéré la balle et avait marqué. Là, longue touche de McKennie qui a failli rendre la balle à Osimhen et Osimhen qui l'a intercepté, qui l'a rendu complètement en fait. Et bon, après, heureusement pour la Juve, l'action n'a pas été concrétisée par Galatasaray, l'action n'est pas allée au bout, mais la Juve qui a failli se faire surprendre quand même à la 22e minute. Et à ce moment-là, je me suis dit, ouais, ça va être chaud pour la Juve parce que s'ils apprennent pas de leurs erreurs, pardon, ça va être très compliqué. Et au final, ça n'a pas été compliqué du tout, même avec cet élément pris en compte, ce carton rouge de Kelly, qui pour moi n'avait rien à faire de sortie de la poche de l'arbitre. Carton rouge absolument pas mérité pour moi. Je suis désolé. Alors oui, il y a la faute, il y a cette faute de pied, où le pied, il est mis limite sur la malléole, je sais pas, entre le mollet et le pied du joueur de Gala.
mais pour moi, c'est pas une faute qui vaut rouge, je suis désolé. C'est un duel aérien, je comprends pas pourquoi il y a faute. Le joueur de Gala, il décide de pas sauter. Le joueur de la Juve, il y va au duel aérien. Il gagne le duel aérien puisqu'il arrive à dévier la balle de la tête. Comment tu veux faire pour retomber autrement que ça? T'es dans les airs. Tu veux faire quoi? Tu veux contrôler la gravité? Explique-moi, mon ami. Je comprends pas c'est quoi le principe de mettre un rouge sur juste retomber d'un saut. Alors oui, un jaune, ça aurait pu être mérité. Le jaune aurait pu être mérité, clairement, pour le geste final, oui. Mais l'action, il n'y a pas plus intentionnel que ça. Et rouge, pour moi, ça a tué le match. La sortie de Kelly à la 48e, ça a tué le match. Et malgré ça, la Juve qui s'en est plutôt bien sortie sur des exploits individuels, qui a failli s'en sortir en tout cas sur des exploits individuels, à l'image de Yildiz. Yildiz, j'ai trouvé qu'il avait fait un excellent match et je trouvais qu'il a fait un très très gros match. Sa qualité de percussion côté gauche ici, où il vient prendre la profondeur, il vient déborder, crochet, il rentre intérieur et ensuite frappe. Malheureusement, ça passe petit filet. Il n'y a pas eu beaucoup d'efficacité offensive, je trouve, de la part de la Juve. Enfin, quand je dis ça, c'est qu'il y a il y a eu énormément d'occasions manquées de la part des joueurs de la Juve. Et je pense que, ouais, ils regrettent toutes ces occasions manquées à l'image de celle-là. À l'image de celle-là aussi, où ils disent encore une fois, encore lui, dans les dernières minutes, il est pris dans les petits espaces par 3 joueurs, il se démonte pas, il y va tout seul, crochet, il se remet plein axe et il frappe. C'est sur le gardien malheureusement. C'est des occasions manquées qui coûtent cher, qui te coûtent une qualif, mais ils le disent en tout cas très très gros match, très grosse perf, et je pense que tout le public a apprécié, parce qu'au moment où il est sorti à la 103e, absolument tout le stade s'est levé, standing ovation pour le Starboy, pour la Starboy du club, et ouais, ils le disent très très gros match. On a vu aussi Spalletti qui a fait des choix tactiques forts, j'ai trouvé. Heure de jeu passée, il fait rentrer Boga et Zegrova, qu'on n'avait pas vu depuis pas mal de temps. Et Zegrova, qui a apporté pas mal de choses, mais qui a lui aussi manqué de réalisme devant le but. Là, McKennie qui trouve super intelligemment ce petit décalage sur Zegrova pardon, tout seul ici, et plutôt que de mettre une grosse mine, non, il envoie une petite frappe à terre, plat du pied, et en plus de ça, qui passe à côté. Mais malgré ça, ouais, il a quand même fait de bonnes choses. 3 minutes après qu'il soit rentré en jeu, il est passeur décisif sur le deuxième but. Cette passe dans le demi-espace en profondeur, entrée de surface, qui arrive ensuite à trouver deuxième poteau sur un centre. Il me semble que ça devait être Locatelli qui a marqué, je sais plus celui qui a marqué le 2-0. Mais la Juve qui a réussi à revenir, en tout cas à 10 contre 11 pendant près de 3 quarts d'heure. Mais encore une fois, la Juve qui est devant le but a pas su mettre de côté, enfin, qui a pas su prendre sa chance, on va dire, sur chaque occasion créée, et qui a eu un peu de malchance aussi, à l'image de ce centre-là, pour Yildiz, second poteau, qui lui n'arrive pas à prendre le ballon qui vient rebondir et qui vient donc sur le sol et ensuite rebondir sur le montant, sur le poteau, et ensuite qui est dégagé par Galatasaray. Mais ouais, on a parlé d'Yildiz aussi, et au milieu de terrain, j'ai bien aimé aussi Thuram, qui à un quart d'heure de la fin prend ses responsabilités, voit qu'il n'y a personne dans la profondeur, il se démonte pas, il y va, il s'en va percer la ligne de 5 défensive de Galatasaray, il passe 2 joueurs au milieu, et ensuite, pareil, il n'arrive pas à mettre au fond, petit lob qui passe au-dessus. On voit Spalletti après sur la fin de l'action qui se tient le crâne, et qui se demande comment c'est possible d'avoir loupé ça, d'avoir loupé la balle peut-être qui t'emmène en prolongation. Ils sont allés aux prolongations ensuite. Mais malgré ça, la Juve, donc comme j'ai dit, qui a quand même réussi à revenir au score, enfin au score cumulé, qui a réussi à marquer le 3-0 sur ce coup franc magnifiquement bien frappé, second poteau pour Kopp Miners, qui a bien pris la profondeur et qui a remis une tête absolument magnifique au premier poteau, et qui du coup va au fond des filets et qui fait le 3-0. Donc ouais, la Juve qui a quand même su faire de bonnes choses. Galatasaray aussi, mais Galatasaray, à l'image de la Juve qui a fait des choix tactiques, eux aussi les Turcs, ils ont fait des choix tactiques. Entrée de Leroy Sané à quelques minutes de la fin du match, qui a du coup fait la demi-heure de prolongation, et je trouve que son entrée n'a pas du tout été bonne pour Galatasaray. Même si Galatasaray marque les 2 buts en prolongue, je trouve que son entrée n'a pas du tout été bonne, à l'image de cette action-là, où il reçoit un ballon dans le dos,
et son contrôle, il est absolument désastreux. Il essaye de remettre en une touche dans le cours du jeu, mais c'est complètement rendu à la Juve. Ouais, c'est son entrée n'a pas forcément été bonne et on voit aussi, ça je pense que c'était l'image qui qualifiait un peu toute l'équipe, tout l'effectif, que ça soit sur le banc ou sur le terrain de Galatasaray. 6e minute de prolongation, les Turcs qui se demandent comment ils ont pu se faire remonter 3-0 et je pense que cette image elle en dit beaucoup, mais elle en dit beaucoup aussi de la force mentale de cette équipe turque puisque 10 minutes après, ils arrivent à mettre 2 buts et à revenir à 3-2. Mais ouais, Leroy Sané qui gâche un peu les occasions, à l'image d'ici où Gala arrive à récupérer une contre-attaque, part en contre, 1, 2, 3, 4 joueurs, et Leroy Sané qui déboule côté droit ici, il donne la passe à Sané, et au final Sané qui loupe le contrôle alors qu'il n'y avait rien de plus simple, et du coup la contre-attaque qui ne va pas au bout tout simplement. Et après, on sent aussi les joueurs d'expérience qui ont pris les choses en main, à l'image d'Osimhen, qui reçoit un ballon ici parce que Gatti loupe son intervention défensive. Et là, ce tacle-là, fallait pas le louper, il a le loupé. Et quand tu loupes ces dernières interventions, on va dire, faut absolument pas laisser Victor Osimhen dans des conditions comme ça, de 1 contre 1, face à face avec le gardien, parce que du coup, bah, ça a fait mouche. Et prolongue de la temps additionnel de la première prolongue du match. Gala qui vient mettre le 3-1 sur ce but de Victor Osimhen. Et à la fin, tu vois que la Juve n'en pouvait plus, ils avaient qu'une hâte, c'était que le match se finisse. Et à 3 minutes de la fin, on voit la ligne défensive qui ne fait absolument plus du tout attention de où est-ce qu'aller, comment aller positionner. Osimhen, les 2 joueurs qui sont derrière les 2 centraux ici. Et il suffisait qu'un milieu, ce qui a été le cas, hein, s'avance de 3-4 mètres, fasse une passe en profondeur, et ensuite tu n'avais plus du tout de charnière centrale, et ensuite c'était un 2 contre 1 face au gardien qui s'est transformé en deuxième but pour Galatasaray. Donc ouais, Galatasaray qui file en huitième de finale, et qui va soit du coup affronter Liverpool ou Tottenham, soit Galatasaray rencontre Tottenham pour la première fois de la saison, soit ça va être un remake de Galatasaray-Liverpool, où Galatasaray avait réussi à battre 1-0 Liverpool. Il me semble que c'était fin septembre ou début octobre, c'est dans les premières journées de phase de Ligue de Champions. Donc à voir comment va se dérouler et à voir surtout comment Galatasaray va se débrouiller face à une équipe de première ligue. Le dernier match dont j'avais envie de parler, alors au début non, mais quand j'ai regardé le match, parce qu'il était à 18h45, donc j'ai pu voir l'intégralité du match, et à la fin du match, je me suis dit, ouais, ok, je vais faire dans la vidéo, je vais en parler parce que faut en parler de ce match-là. Je vais pas en parler beaucoup, mais on va quand même analyser pardon, 2-3 trucs. Ben Sebaini, le match de terroriste qu'il a fait, je crois qu'il n'y a pas tout mot. Zappacosta qui a été donné homme du match par FotMob. Je sais pas si tous les sites mettent les mêmes notes. Mais Ben Sebaini, je crois que 5,7 pour le match qu'il a fait, 5,7 sur 10, c'est trop généreux. C'est encore trop haut comme note. Premier but, centre de l'Atalanta pour Scamacca. C'est Ben Sebaini en taclant qui dévie le ballon et qui limite fait une passe décisive pour Scamacca tout seul. Ensuite, second poteau. Et c'est comme ça que l'Atalanta met le 1-0 en début de match. Le 2-0, encore une fois Ben Sebaini fautif sur cette frappe de loin qui est déviée du coup, qu'il dévie du genou, qui trompe Kobel qui était bien parti sur la trajectoire pour arrêter le ballon, et Ben Sebaini qui vient dévier la balle et qui vient permettre le 2-0 sur cette frappe de Zappacosta. Il me semble que le but a été accordé à Zappacosta. Hein. Ouais, c'est ça, Zappacosta 45e, mais c'est aussi dû au genou de Ben Sebaini. Et Dortmund qui, même si en première mi-temps on avait l'impression qu'ils plongeaient un petit peu, qui ont réussi à se trouver des occasions, notamment Bayer ici, côté droit, qui vient faire une frappe croisée. Bayer, dont j'avais bien aimé le match au match aller au Signal Iduna Park, et même le dernier match de championnat, je crois que Dortmund avait fait il y a 2 semaines ou il y a 2 semaines et demie à peu près. Alors, je sais plus contre qui il jouait, mais il avait été mis côté gauche et j'avais vraiment bien aimé son match. Et là, malheureusement, frappe trop croisée, il vient trouver le poteau, et ensuite, Brandt ici, qui s'attend pas du tout à recevoir le ballon, et qui retape le ballon de la jambe, et qui le dégage en 6 mètres pour l'Atalanta.
Donc ouais, un peu de malchance aussi pour Dortmund, mais l'Atalanta qui est venu avec les crocs, qui est venu avec l'envie de gagner ce match, et c'est ce qu'ils ont montré, même à 2-2, enfin même à 2-0, mais 2-2 sur le score cumulé, ils n'ont pas abdiqué du tout, ils en voulaient encore plus, notamment sur le troisième but, avec ce centre absolument millimétré, centre déposé pour la tête, second poteau, à la 57e, qui vient du coup mettre le 3-0. Et on parlait tout à l'heure dans Juventus Galatasaray des changements tactiques de Spalletti et des Turcs. Là, pareil, les changements, Adeyemi, je sais pas pourquoi Kovac l'a pas fait mettre titulaire dans le 11 dès le départ, au début de match, parce que l'apport qu'il a apporté, la qualité qu'il a apporté dans cette équipe, la qualité offensive, on voit que pour moi, il aurait dû être là déjà depuis le début du match. Ici, côté droit, il vient trouver dans les petits espaces, crochet, il passe entre deux joueurs, 1-2 avec Chukwuemeka, et ensuite, il vient mettre une superbe enroulée pied gauche dans la lucarne, second poteau, et du coup, qui arrive, donc à ce moment-là du match, à raccrocher les prolongations à l'Atalanta. Et dans les dernières secondes, ça c'est peut-être le truc qu'on voyait pas du tout venir, scénario un peu fou, un peu dingue. L'Atalanta qui n'arrête pas le pressing dans les dernières secondes, à la dernière minute, l'Atalanta qui n'arrête pas le pressing, qui va presser sur Kobel, qui va presser sur Emre Can, et pressing gagnant, pressing qui marche, puisque Kobel précipite sa passe, Emre Can ne fait pas du tout attention qu'il y a un joueur de l'Atalanta derrière lui, et l'Atalanta qui récupère cette balle. Je pensais honnêtement qu'il allait tenter la frappe de loin pied gauche ou pied droit. Je pensais qu'il allait tenter la frappe de loin vu le positionnement ultra avancé de Kobel suite à sa sortie. Et au final, non. Il va déborder côté gauche, il va centrer. Et alors là, je pense qu'on peut inscrire Ben Sebaini dans les concours de WWE parce que le pied haut comme ça, je sais pas s'il a tenté une aile de pigeon ou quoi que ce soit. Là, il a juste voulu tuer un pigeon, je pense. C'est pas possible de mettre un pied aussi haut que ça. Le crâne ouvert pour le joueur de l'Atalanta. Il s'est vite relevé hein, pour réclamer le penalty, mais je pense aussi parce qu'il s'est rendu compte qu'il avait le crâne en sang, qu'il avait le front recouvert de sang. Ça a donné carton rouge pour Ben Sebaini, ça a donné penalty pour l'Atalanta, penalty transformé, 4-1 pour l'Atalanta, Dortmund qui est éliminé en barrage après avoir gagné 2-0 au match aller, et maintenant, à voir l'Atalanta, la suite, ce qu'ils vont pouvoir proposer, surtout que ils vont soit tomber sur Arsenal, soit sur le Bayern. Et je trouve que c'est une formule de Ligue des Champions un peu plus juste que la saison dernière, où Liverpool était tombé contre Paris, le premier contre le 15e, et au final c'est le 15e qui avait éliminé le premier. Là, je pense que pour l'Atalanta, ça va être un très 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 gros morceau de prendre soit Arsenal, soit le Bayern. Donc à voir ce qu'ils vont pouvoir nous proposer, mais malheureusement pour eux, je les vois pas aller en quart de finale. Ça, tout ça, on verra ça demain midi. La vidéo sortira demain après-midi, puisque, je le rappelle encore une fois, les tirages des huitièmes et du coup des quarts et des demi, vu que le tableau est déjà fait, aura lieu demain, vendredi 27 février à midi. Il y aura une vidéo qui sortira dans l'après-midi, peut-être 15h, 15h30. On en parlera, on débriefera ce tirage. Sur ce, voilà pour ces barrages de Champions qui ont été complètement fous des 16e de finale et vraiment incroyables en termes scénaristiques et footballistiques, mais les scénarios des matchs de ces barrages, ça a été complètement dingue. Très heureux d'avoir fait cette vidéo, très heureux d'avoir pu vous faire ces deux vidéos cette semaine. Je le redis encore une fois, il y en aura une demain. Donc sur ce, moi je vous dis, prenez soin de vous et à très vite.